C'est une nouvelle semaine sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. Dans ce journal de 13h, on verra un retour sur le 66e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une session ordinaire axée sur l'évolution du processus de lancement de la monnaie unique, l'ECO, le processus de transition en Guinée et le dialogue engagé avec les 3 pays de l'AES souhaitant se retirer de la CEDEAO. Foi et unité en Côte d'Ivoire, 17 ans après la pose de la première pierre, l'église Ariste de Songon Kassamblé présente son nouveau temple en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Nous y reviendrons. Et puis les journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat, une 5e édition pensée pour construire un développement vert des collectivités locales et des entreprises ivoiriennes dans le cadre d'un partenariat avec les collectivités et entreprises chinoises. La 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenue hier à Abuja, au Nigeria. Outre la rupture entre les pays de l'AES et la CEDEAO, le sommet a abordé l'évolution du processus de lancement de la monnaie unique, l'ECO, et le processus de transition en Guinée, suivant ce compte-rendu de Mahama Traoré. À la présidentielle Villa, le président Alassane Ouattara a rejoint ce dimanche ses pairs de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour le 66e sommet ordinaire de l'organisation sous-régionale. Les sujets examinés sont aussi variés qu'importants. L'enjeu est de pouvoir poursuivre la marche initiée depuis 1975 par les pères fondateurs dans le but d'une intégration réussie des États membres. Selon le rapport dressé d'entrée de jeu par le président de la commission de la CEDEAO, la zone devrait maintenir son embellie économique en 2024. Alors que la croissance économique mondiale a ralenti à 3,2% cette année, les pays de la CEDEAO devraient atteindre un taux de croissance légèrement amélioré de 3,8% contre 3,6% en 2023. Toutefois, l'inflation reste une préoccupation importante. Dans le huis clos qui suit l'ouverture des travaux, la conférence décide d'aborder les sujets brûlants, notamment la décision de retrait de l'Union formulée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le maintien de cette décision, malgré les tentatives de médiation, ne laisse pas d'autre choix à la CEDEAO. La conférence reconnaît que, conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, ces 3 pays cesseront officiellement d'être membres de la CEDEAO à compter du 29 janvier 2025. La conférence décide d'établir la période allant du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme une période de transition au cours de laquelle les portes de la CEDEAO resteront ouvertes à ces 3 pays. Pour sa part, le président en exercice de la conférence des chefs d'État, le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, appelle à préserver l'esprit d'unité au sein de la sous-région. Fait notable à retenir de ces assises, le Nigeria a reversé l'entièreté des ressources collectées au titre de prélèvement communautaire de l'exercice 2023 dans les caisses de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, par la voix de son président de la République, s'est engagée à faire pareil, soulignant que le mécanisme de prélèvement communautaire vise à financer les activités de l'institution sous-régionale. Et autre décision précise prise par donc cette réunion de la CEDEAO, c'est l'approbation, une disposition historique, l'approbation donc de la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie entre 1994 et 2017 sous la présidence de Yaya Jammeh. Et puis le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui participait à ce sommet de la CEDEAO qu'on a pu voir sur ces images, est rentré hier d'Abuja. Il a été accueilli à son arrivée à Abidjan par le vice-président de la République et le Premier ministre. Le Premier ministre dont nous parlons maintenant, une semaine avant Noël, qui est la commémoration de la naissance du Christ. Nous parlons de foi et d'unité. Après 17 années, l'église Ariste de Songon Kassamblé ouvre son nouveau temple, une bâtisse inaugurée en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, suivant ce témoignage de Jean-Luc Bambo.
C'est une journée mémorable pour la communauté de Songon Kassamblé, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Après 17 ans d'efforts, le temple l'Arche de Noé de l'église du Christ, mission Aris, dite église Ariste, ouvre enfin ses portes. Une cérémonie grandiose marquée par des chants et prières, témoignage d'une foi inébranlable et d'une œuvre collective accomplie. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Ce temple nous est disponible. Nous bénissons son nom et qu'il fasse que ces âmes qui vont venir prier dans ce temple puissent retrouver le désir de leur cœur. C'est une journée de reconnaissance. Dieu, on ne le verra pas. On ne verra pas Dieu, mais il agit en nous. On sent sa présence par faisant du culte. Comme l'Arche de Noé, ce temple est vu comme un refuge spirituel pour ceux qui recherchent la paix et la communion avec Dieu. Le patriarche Nangui Faustin a appelé le peuple de Dieu à une vie de prière et d'adoration, insistant sur la portée spirituelle de ce nouveau lieu sacré. Dieu veut venir habiter avec nous. Et ce matin, à travers le temple, il vous dit qu'il est déjà avec vous. Et c'est ça le symbole de ce temple que nous venons de dédicacer. Dieu ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient nos erreurs et nos fautes, il est un Dieu d'amour. Nous espérons que les prières que nous lui avons adressées, pas pour nous seuls, mais pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que Dieu ait toujours sa main sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et que ce qu'il a prévu, qu'il le réalise en son temps, que le nom de Dieu soit béni à jamais, et que l'église de Songon Kassamblé soit un lieu de refuge pour tous ceux qui seront dans le besoin. Invité spécial à cette cérémonie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué l'importance de l'Église dans la construction de la Côte d'Ivoire et son rôle dans le maintien des valeurs de paix et d'unité. Le meilleur temple que nous pouvons offrir à Dieu, c'est d'offrir notre cœur pour que Dieu y réside, afin que nous soyons en communion parfaite les uns avec les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Un temple majestueux pour une foi toujours vivante. L'Arche de Noé reste désormais un lieu de rassemblement et de communion pour les fidèles aristes, un symbole d'espérance pour les générations à venir. Intéressons-nous à présent aux journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat. Une 5e édition pensée pour construire un développement vert et des collectivités locales et des entreprises ivoiriennes dans le cadre donc d'un partenariat avec les collectivités et entreprises chinoises. Suivant ce résumé de Dangui Dangui. Si les relations commerciales et économiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire se portent bien et même promettent, l'institution des journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat, dont la 5e édition a lieu récemment, y est pour beaucoup. Nous avons permis des mises en relation de plusieurs entreprises, de jeunes Ivoiriens, des start-up, avec des entreprises chinoises localement basées pour s'aguerrir à leur expérience et puis pour donc améliorer leur chiffre d'affaires. Nous voudrions donc, à travers ce premier pas que nous posons aujourd'hui, emmener nos collectivités à capter ces fonds verts qui sont mis à la disposition par le gouvernement chinois. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire veulent capitaliser sur les opportunités qu'offrent ces journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat. Il nous faut parvenir à une coopération sino-ivoirienne des peuples, une coopération décentralisée, plus active, y contribuera. Expositions et panels sont les principales articulations de la 5e édition des journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat, placées sous le thème « Construire une coopération décentralisée Chine-Côte d'Ivoire autour des innovations en matière de gestion des déchets, des énergies renouvelables, du traitement des eaux et de la lutte contre la pollution. » Construire le développement, c'est en grande partie apporter de l'innovation au système. Et dans la ville de Divo, les opérateurs économiques et des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire sont instruits sur la solution digitale e-fournisseur. C'est une application dont l'objectif est de permettre aux opérateurs économiques d'avoir un suivi facile et en temps réel de leurs factures avec l'État ivoirien. Godefroy Okambawa nous en dit plus. E-fournisseur. Un outil novateur qui permet aujourd'hui à l'opérateur économique, aux prestataires
est fournisseur de l'État de suivre en temps réel, sans intermédiaire, ses propres factures dans le cadre des contrats et des bons de commande avec l'État. Nous avons présenté comment on crée le compte e-fournisseur, comment on s'enrôle et quels sont les écrans que vous pouvez parcourir pour avoir la bonne information en temps réel sur l'évolution de la facture. Les opérateurs économiques du Lodibois ont salué cette innovation qui vient améliorer les procédures et délais de paiement des factures par l'État. Par le passé, il fallait y mettre des coups de fil, il fallait appeler au CICOB, il fallait appeler au contrôle financier, après il fallait appeler au Trésor pour voir à quel niveau se trouvaient les factures. Avec l'avènement des e-fournisseurs, on gagnerait en temps. L'application est présentée aux acteurs concernés de la région du Lodibois pour un meilleur suivi de leurs factures. Selon la directrice régionale du budget, e-fournisseur est une solution digitale qui vient améliorer la crédibilité et la confiance entre les fournisseurs et l'État. C'est important pour eux parce que très souvent, ils prennent des engagements avec des gestionnaires de crédit qui ne leur disent pas la vérité. C'est en cela que l'État a voulu essayer de les aider en créant e-fournisseurs pour leur permettre de suivre en temps réel les différentes étapes des dépenses de l'État sans interaction humaine. Dans le passé, la pratique du suivi des paiements des factures imposait aux fournisseurs d'aller à l'information. Désormais, c'est dans une nouvelle dynamique que la direction du budget s'inscrit. À la suite de la présentation de cette nouvelle plateforme, les opérateurs économiques sont invités à s'y inscrire. Nous parlons de santé à présent avec la société pharmaceutique ivoirienne qui veut apporter du changement, de l'innovation avec son premier salon, un événement qui présentera les dernières innovations, les tendances avancées et technologiques, les nouvelles molécules ainsi que les innovations en matière de dispositifs médicaux et de services. Il est prévu pour le mois de février 2025 ici à Abidjan. Mais avant, on en parle avec Naomi Mokla et Sephora Zigui. C'est une première pour le corps pharmaceutique ivoirien. Il prépare le CIPA 2025, Salon international de l'innovation pharmaceutique d'Abidjan. Nous avons décidé d'initier ce salon pour parler d'innovation pharmaceutique, pour pouvoir adresser toutes les questions de santé globale en mettant l'accent sur l'innovation pharmaceutique qui va nous permettre d'atteindre des résultats un peu plus rapidement pour répondre aux besoins de santé des populations. Aujourd'hui, en parlant du concept One Health et en mettant ce concept au centre de ce salon-là, nous entendons faire réfléchir toute la population et le monde pharmaceutique sur comment on peut innover justement sur ces différentes questions pour une amélioration de la santé. Ce salon permettra de promouvoir les dernières innovations en matière de biotechnologie et promet d'améliorer l'accès aux soins des populations. Le CIPA 2025 se tiendra sur 2 jours, les 20 et 21 février 2025 à Abidjan. Parlons de promotion de l'intégration africaine qui est au cœur des préoccupations des jeunes Africains. Ils associent ce concept d'intégration au développement durable. On en sait plus dans ce développement de Julien Gogo et Alexis Ouedraogo. Pour la célébration de la journée de la jeunesse africaine à Abidjan, les jeunes s'interrogent sur leurs responsabilités face à l'avenir du continent. La journée africaine de la jeunesse a été instituée depuis 2006. Aider les jeunes vraiment à être des jeunes responsables qui vont prendre leur bâton de pèlerin pour aider vraiment nos différentes institutions pour que cette question d'Afrique des peuples soit une réalité les prochaines années à venir. Les valeurs d'excellence et de mérite doivent être celles-là même qui sont portées par nos jeunes afin de pouvoir changer les paradigmes. D'un point de vue politique, nous avons besoin de jeunes qui soient critiques, pas des personnes qui se constituent un bétail électoral, mais des personnes qui décident de participer de manière souveraine aux prises de décision. Pour leur représentante, la jeune fille africaine doit prendre une part active à cette initiative, des mots soutenus par le président de l'événement. Le message pour les jeunes, en particulier les jeunes filles, serait qu'elles osent. On a aussi notre place dans la société, on a aussi les mêmes capacités que les hommes. On ne doit pas se limiter à ce qui nous paraît être le plus cohérent pour nous. Participer également au développement de l'Afrique. Cette journée de réflexion sur la jeunesse africaine est une belle opportunité pour dire infiniment merci à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour ses efforts au niveau de l'Union africaine
en vue de favoriser l'intégration des pays de notre sous-région, mais de l'Afrique en entier, aux jeunes ce soir, pour leur dire que l'intégration sous-régionale est une opportunité. Elle est une opportunité pour notre jeunesse, pour la jeunesse ivoirienne, mais également pour la jeunesse africaine. L'organisation des associations de jeunesse des 54 pays d'Afrique bénéficie du soutien institutionnel de la Côte d'Ivoire. Que serons-nous sans données fiables? Le secteur de l'hydraulique n'aura plus à s'interroger sur la question. Il vient de réceptionner 4 capteurs automatiques. Ils ont déjà été attribués à 4 fleuves de Côte d'Ivoire pour la collecte de données hydrologiques, nous dit Didier Nguessa. Ces capteurs permettront de relever les données hydrologiques sur les fleuves de Côte d'Ivoire. C'est un don du WASCAL, le Centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Ils sont remis à la Direction générale de l'hydraulique et de l'assainissement. En donnant ces équipements, ces capteurs automatiques hydrologiques à la Côte d'Ivoire, WASCAL expecte les points suivants. Premièrement, c'est de renforcer la capacité et la collaboration entre WASCAL et la Direction générale de l'hydrologie et de l'assainissement. Deuxième point, c'est de faire en sorte que les données collectées soient partagées, aussi bien en interne qu'à l'externe de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir supporter donc, la recherche et la prédiction. Ces équipements, y compris leur installation et la prise en main, sont estimés à 20 millions de francs CFA. Ils vont permettre de renforcer le dispositif de mesure hydrométrique. Ce présent protocole d'accord conclu pour une durée de 5 ans nous permettra de renforcer notre dispositif de mesure hydrométrique et de contribuer à la modernisation de notre réseau hydrométrique national en cours de développement par l'acquisition des 4 nouveaux capteurs. Ces nouveaux équipements permettront à la direction de l'hydrologie de collecter des données hydrométriques de qualité afin d'améliorer la connaissance de ces ressources en eau de surface qui présentent un enjeu important de nos jours. Le directeur général de la recherche et de l'innovation, Koné Tigani, a annoncé un total de 25 capteurs d'ici à 2025. Et de l'eau, on ne retrouvera plus partout dans les rues de la commune d'Adjamé. Rassurez-vous, il s'agit d'eau usée. La cité se refait une beauté. Plusieurs actions sont menées. Des opérations de ravalement de façades, des mesures contre le désordre urbain, des campagnes de salubrité. Et puis le plus, tous s'y mettent. Riverains et autorités administratives. Un renouveau que présente Serge Coléa. Il y a quelques années, les 220 logements représentaient la vitrine de la commune d'Adjamé. À cette époque, les bâtiments avaient fière allure, le cadre de vie faisait rêver et ce quartier rivalisait avec les zones huppées d'Abidjan. Avant, c'était le quartier que tout le monde voudrait habiter. C'était le quartier chic. C'était bien entretenu et tout marchait très bien. Il y avait des ministres qui habitaient ici. M. Floco habitait au Mistral ici. En ce moment, c'était la CICOSI qui gérait les ascenseurs. On n'avait pas de problème d'ascenseur. Au milieu des années 90, ce charme sera brutalement rompu. Pendant des années, le grand 220 logements tombe en décrépitude. La belle cité d'autrefois baigne dans une précarité. Nous sommes un peu phagocytés par le commerce et les activités au 220 qui n'étaient pas là de notre enfance. Aujourd'hui, nos enfants n'ont pas d'espace même de jeu. Ici, comme à l'intérieur du quartier, des maquis, des fumoirs. D'ici jusqu'à Grand Bloc, il y a un nid là-bas qui les gens quittaient. Bon, en haut, là, je ne vais pas citer le quartier, pour venir fumer la drogue là-bas. Même les passants ici, à un certain moment là, on les agresse. Les autres mamans qui sortent vite pour aller au marché, on les agresse. Tous les efforts déployés restent vains. Après une longue disette, les autorités volent au secours des habitants. Fait un coucou à notre chef de l'État, président de la République, parce qu'on a fait 10 ans ici sans ascenseur. À l'occasion de la Coupe d'Afrique qu'on a fait là, le président a payé l'ascenseur neuf pour remplacer notre ascenseur. Tous les 5 tours là ont eu des ascenseurs neufs. Le président a payé 1 an de garantie. Quand il y a panne, c'est la société qui a monté qui vient. Mais ça, le délai est fini. Maintenant, quand il y a panne, c'est nous-mêmes qui cotisons par rapport aux résidents pour faire. Mais ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas savoir quand on nous a mis les ascenseurs, la joie que ça nous a procuré. J'étais très content. Dans la foulée, une opération de ravalement des façades double
Une campagne de sensibilisation à la salubrité redonne des couleurs. Les 5 tours renaissent. Réunis en collectif, les syndics ont la responsabilité cette fois de veiller à l'entretien. Il faut payer les factures des ascenseurs. Aujourd'hui, l'ascenseur de la tour que je gère est en panne depuis 4 à 5 mois. Je suis jusqu'au 11e. Je ne vous dis pas ce que ça fait. Moi-même, j'ai fait AVC. Mais tous les jours, ça fait au moins 2-3 mois. Je prends les escaliers difficilement. Donc vraiment, ce n'est pas facile de monter au 11e tous les jours. Descendre même, ce n'est pas facile. Après votre raisonnement, vous voyez comment je respire, non? Bon, dans ça, il y a d'autres qui payent, d'autres ne payent pas aussi. On a tellement de problèmes pour les ascenseurs, vraiment. Et ils n'ont qu'à nous aider. Pour améliorer son cadre de vie et son environnement, les 220 logements bénéficient de l'opération de lutte contre le désordre urbain initiée par le gouverneur du district d'Abidjan. Ce bâtiment a souffert des bruits de musique nocturne. Même en pleine journée, c'était difficile pour nous de dormir. Tous ces bruits de baka qui nous réveillent très tôt le matin. À 4 h du matin déjà, il faut être réveillé parce que les gens cherchent leurs clients et tout. Ça devenait vraiment dangereux pour les riverains. Et donc depuis que le district a commencé à mener ces opérations-là, vraiment, depuis le bas-fond des 220, tous les fumeurs ont été détruits. Là, franchement, nous félicitons le district pour ça. Nous souhaiterions que l'action maintenant soit menée dans la cité même pour débarrasser quelques poches. Par rapport à ce que nous avons entendu au niveau du district, le cas sera amélioré, le cas sera refait et qu'on va vivre comme si on était dans les 220 de 1960. Aujourd'hui, les riverains ont espoir de retrouver le prestige des 220 logements. C'est le défi actuel des gestionnaires de cette cité à la recherche de son passé. Et voilà, des couleurs pour Adjamé, présenté par Serge Coléa. Un reportage qui présente aussi le rôle participatif des populations dans la gestion de leur société, un grand pas pour le développement. Pour ce qui est de la paix, les femmes sont attendues sur les actions pour la paix. Des femmes leaders sont formées à cet effet sur leur rôle dans le processus de maintien de paix durable. Anjawa et Sephora-Zegui. Durant 3 jours, 76 femmes ont été formées comme actrices de paix pour intervenir dans leurs localités respectives. Des interventions qui devraient influencer positivement leur communauté. Éduquer une femme à la paix, c'est éduquer une nation entière à la vie ensemble, à dialoguer et à résoudre les conflits sans violence. Nous, les femmes de la CIFEF et toutes les participantes, repartons plus outillées, plus confiantes, et surtout plus déterminés à transmettre ce message de paix dans toutes les sphères de notre influence. À 11 mois de l'élection présidentielle, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, initiateur de cette formation en collaboration avec l'IWPG, portant sur l'éducation à la paix, s'engage dans le processus de paix. Les femmes, en tant que piliers des familles et des communautés, jouent un rôle crucial dans la construction et le maintien de la paix. Elles sont des agents de changement capables de transformer les dynamiques sociales et de promouvoir des valeurs de tolérance, de dialogue et de réconciliation. IWPG travaille avec des femmes dans 122 pays à travers le monde pour mettre fin à la guerre et parvenir à la paix mondiale. Ce dont nous avons besoin n'est pas une paix temporaire pendant un petit temps, mais une paix complète qui puisse être transmise aux générations futures. Et je crois que cela ne peut être réalisé que si l'éducation passe avant tout. Avec ces certificats, ces femmes vont continuer cette formation en Corée du Sud avec d'autres femmes leaders qui œuvrent pour la sensibilisation à la paix partout dans le monde. Célébrons à présent la diversité culturelle avec le Festibo. Nous partons dans le Bunkani à Bouna, où le riche patrimoine du Bunkani a été mis en valeur, présenté à cette occasion donc de ce festival. C'est aussi une plateforme qui a offert un cadre d'expression aux cultures du Ghana et du Burkina Faso. Le reportage de Herman Yamia. Et de 12 ans pour le Festival des Arts et Cultures du Bunkani Festival. Le plus grand événement culturel de la région du Bunkani a mobilisé, comme à chaque édition, des milliers de festivaliers à Bouna.
Pendant 4 jours, ce festival a permis aux initiateurs de promouvoir le riche patrimoine culturel de Boulkani. Le festival fait son petit bonhomme de chemin et nous pensons qu'il avance bien. Il avance bien au regard donc, des activités qui ont été menées tout le long de cette semaine. Nous avons entamé les activités avec une activité nouvelle qu'on appelait Jeunes Publics. Cette 12e édition a mis à l'honneur la diversité culturelle et a renforcé les liens transfrontaliers sous le thème « Au-delà des frontières, célébrer la diversité culturelle dans la région du Boulkani ». D'où la présence des délégations venues du Ghana et du Burkina Faso et même de certaines régions de la Côte d'Ivoire, comme la région du Boclé, l'invité spécial, où le président du conseil régional Kébé Mamadou a conduit une forte délégation. Le choix de ce thème s'explique par le fait que le Boulkani, c'est un brassage culturel. Nous avons tous les peuples de Côte d'Ivoire qui vivent ici et nous avons donc besoin de renforcer cette union sacrée, non seulement entre nous, mais aussi avec les autres peuples des autres régions, mais aller même au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que nous avons invité le Boclé. Les festivaliers ont eu l'occasion d'apprécier des performances captivantes de troupes de danse telles que le Kotor de Toubor et le Koubi de Kamarasso qui ont magnifié les traditions locales tout en invitant au dialogue interculturel. Sur près de 900 festivals patrimoniaux enregistrés en Côte d'Ivoire, le Festibo fait partie de ceux qui ont été sélectionnés par le ministère de la Culture et de la Francophonie pour bénéficier d'un accompagnement financier à chaque édition. En 4 jours de festival, le Festibo 2024 a proposé un riche programme incluant des danses traditionnelles, des projections de films, des débats, des circuits touristiques et des concerts. Devenue une biennale, la 13e édition du Festibo se tiendra en 2026. Et je vous invite à une autre fête. Il s'agit de la moisson de restauration donnée par la communauté céleste de Côte d'Ivoire, Walter Amadou Ouattara. Une ambiance festive à la paroisse internationale de Cocody-Angré. Cantiques et louanges à l'occasion de la 27e édition de la fête des moissons de la communauté céleste de Côte d'Ivoire. Cet événement annuel est une opportunité pour les fidèles de rendre gloire à Dieu pour les bénédictions matérielles et spirituelles reçues durant l'année. Également, réaffirmer leur foi envers le Créateur. On vient pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, pour lui rendre gloire, pour lui rendre honneur, parce que rien n'est fait de par notre intelligence, tout est fait grâce à Dieu. Et dans cette fête de moisson-là, c'est pour dire merci à Dieu pour tous ces hauts, grands et merveilleux bienfaits. Des journées portes ouvertes, une soirée culturelle avec des chorales invités, ainsi qu'un grand culte d'action de grâce sont au programme. La traditionnelle vente de charité, proposant divers produits, permet à la communauté de récolter des fonds pour soutenir les œuvres spirituelles et sociales de l'Église. Une grande célébration est attendue ce soir. Il s'agit du Ballon d'Or africain avec la cérémonie qui aura lieu donc ce soir au Palais des Congrès de Marrakech au Maroc à partir de 20h. Heure locale sont en lice Simon Adingra de la Côte d'Ivoire, Serou Girassi de la Guinée, Ashraf Hakimi du Maroc, Ademola Lookman du Nigeria, Ronwen Williams de l'Afrique du Sud. Et puis au cours donc de cette cérémonie de célébration du football africain, il sera aussi décerné le trophée du gardien africain de l'année 2024, le joueur interclub de l'année 2024, le titre d'entraîneur africain de l'année, le titre de club africain de l'année et le titre de sélection nationale de l'année. Voilà qui met un terme à cette édition d'information que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Ce journal a été traduit en langue des signes. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI 1 et rendez-vous à 20h avec Marie-Laure Goran.